Ça veut dire qu'on envoie un signal négatif et c'est ça qu'on veut éviter. Ça veut dire qu'on a vécu sur des illusions marketing fantastiques dont il va falloir se défaire. Je ne vois pas les facteurs qui vont nous permettre à court terme de nous relever. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Grégory Ponce et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'est pas des moindres. Nous allons parler de la spéculation dans l'horlogerie. Est-ce la fin ou non? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Mais avant ça, je te laisse brièvement te présenter. Grégory Ponce, vieux journaliste dans l'horlogerie et hors de l'horlogerie. J'ai fait pratiquement la moitié de mon parcours professionnel hors de l'horlogerie. Animateur, créateur de contenu pour Business Monde depuis maintenant 20 ans. 20 ans de journalisme indépendant dans l'horlogerie. On en voit beaucoup, mais ça durcit le cuir et ça reste aussi agréable. Je me lève tous les matins avec la joie de travailler sur un sujet que j'aime et qui est devenu un vrai métier alimenté par la passion. Et ça, c'est le plus important. Ah, pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'ai jamais eu l'impression dans ma vie de travailler, et encore moins depuis que je m'occupe d'horlogerie et de montres. Ça, c'est bien. La toute première question que je vais te poser, c'est comment se porte le marché de l'horlogerie à l'heure actuelle? Alors, question à la con, parce qu'on ne peut pas donner de réponse, parce qu'il faudrait répondre par pays. Oui, c'est vrai. Et encore, dans certains pays, par ville. La côte Est et la côte Ouest des États-Unis, la situation est différente. Il faudrait répondre par marque et il faudrait répondre par modèle. Donc, c'est une question où il y a 10 000 entrées, donc c'est pas possible. Mais globalement, quand même, en fonction de ce qu'on peut savoir et non pas en fonction de ce que les marques racontent, parce que là, c'est quand même le bullshit de partout, c'est globalement décroissant. C'est décroissant sur le marché secondaire, les montres d'occasion, les montres de collection, et c'est décroissant aussi sur le marché primaire, les montres neuves, où de partout, d'après ce qu'on peut savoir, les ventes sont presque à l'arrêt, la demande est beaucoup moins forte. Alors là, c'est pareil, je disais, il faut différencier selon les marques, les modèles, et selon les gammes de prix. Oui. Au-dessus de 100 000, franchement, business comme d'habitude, voilà. Ça se tient encore. Entre 10 000 et 20 000, c'est très difficile. Autour de 1 000, 2 000, je parle en euros, en francs suisses, en dollars, peu importe, c'est à peu près pareil. Autour de 1 000, 2 000, là, ça marche plutôt bien, mais dans des quantités très réduites. Hein, encore une fois. Donc c'est un marché globalement décroissant. Alors tout le monde va dire « Ah ouais, mais c'est pas vrai, les exportations horlogères sont en hausse. » Oui, elles sont en baisse, en volume, et en hausse en prix. Alors, donc forcément, tous les ans, on en fait un peu plus. Mais oui. On fait un peu plus d'argent. On fait un peu moins de montres. Ça veut dire que en l'an 2000, la Suisse exportait 30 millions de montres. 30 millions. Aujourd'hui, elle en exporte la moitié. C'est-à-dire qu'on a perdu 15 millions de montres en 20 et quelques années. Ça veut dire qu'on a perdu 15 millions de poignées. Des poignées qui étaient occupées par les marques suisses et qui ne sont plus occupées par les marques suisses, qui sont occupées par les marques californiennes, les marques chinoises, tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas parce que le chiffre d'affaires augmente que l'horlogerie se porte bien. On a augmenté les prix, on n'a pas augmenté les ventes. Ouais, ça, c'est ce que tu dis, c'est que ça marche très bien pour les indépendants, les marques indépendantes. Et pour les horlogers. Ça marche bien par petits paquets. Voilà. Et on ne va pas dire que Rolex marche mal. Rolex marche très bien. Rolex, mais à côté de ça, il y a des grandes marques comme Omega qui vont un peu moins bien, qui vendent un peu moins. Ça marche très bien pour Patek Philippe, mais ça ne marche pas du tout pour Breguet. Breguet perd peut-être, je ne sais pas. Ça depuis des années. Oui, depuis des années, mais là, ça s'aggrave. Breguet doit perdre, allez, on va dire 1 million de francs suisses ou d'euros par jour ouvrable. Ça fait quand même plus de 200 millions par an. Voilà. Alors heureusement, Breguet est dans un groupe riche, le Swatch Group, qui fait d'énormes bénéfices avec Omega, avec Longines, avec Tissot. Mais donc, on ne peut pas dire que le Swatch Group marche mal, mais on ne peut pas dire qu'il marche bien non plus. Il y a beaucoup de ces marques qui sont en déficit. C'est pareil chez Richemont. Chez Richemont, il y a des marques qui fonctionnent, mais qui font des profits mais colossaux. Cartier, Van Cleef et Arpels, c'est extraordinaire. Vacheron marche très bien. Mais à côté de ça, il y a des marques comme
Roger Dubuis, c'est même pas la peine, c'est comme si ça n'existait plus. Baume et Mercier, c'est déficitaire. Gégère-Lecoultre, avoir réussi à créer du déficit autour de Gégère-Lecoultre, il faut vraiment être mauvais. Bah, ils ont réussi. Voilà. Mais oui, donc c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est gentil, j'ai dit que c'est une question à la con, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il faut voir après par niveau de prix, par marque. C'est une question complexe. Mais globalement, l'ensemble est décroissant. Et ce qui me fait penser qu'on est entré dans une crise plus grave que celle de 2008, je ne vois pas les facteurs qui vont nous permettre, à court terme, de nous relever. Donc je pense qu'on est entré dans un cycle de décroissance plutôt en pente douce, c'est pas brutal, mais pour l'instant, on est loin d'avoir atterri et d'avoir touché le fond. Alors, les CEO qui pratiquent le bullshit dans les groupes, notamment parce qu'il faut préserver la valeur de l'action, disent « Ah ouais, mais ça va reprendre en septembre ». Je ne vois pas pourquoi ça reprendra en septembre, parce qu'il n'y a aucun facteur objectif pour que ça reprenne en septembre. Parce que si maintenant on parle de marché, la Chine tirait l'essentiel de la croissance horlogère au cours de ces 10 dernières années. L'Asie, de manière générale, en soi. Alors, avant, c'était le Japon. Le Japon, ça s'est arrêté. Maintenant, le Japon, il n'y a plus que des centenaires qui sont loin d'acheter des montres. En revanche, le marché japonais fonctionne bien avec les touristes chinois. Mais même ça, c'est en train de se casser la figure. La Chine, qui représentait 40% globalement des exportations suisses, il y a des marques qui étaient à 80% de leur activité en Chine, mais peu importe. La Chine, aujourd'hui, c'est pratiquement à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus qu'un seul endroit en Chine qui marche. C'est l'île de Hainan. Hainan, c'est une île qui est à la hauteur du Vietnam, c'est une espèce de Saint-Tropez hors taxe, une grande île. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a des cocotiers, des hôtels de luxe, et en bas de Hainan, il y a les sous-marins nucléaires chinois. Tout ça fait un mélange à la chinoise. Et quand on dit hôtel, il y a les plages avec du sable et des cocotiers, il y a les hôtels, et dans les hôtels, il y a les boutiques de montres, les putes, il y a les casinos. C'est un vrai mélange à la chinoise. Les Chinois viennent acheter là en hors taxe, ils achètent beaucoup de montres, non pas pour eux, mais pour les revendre quand ils arrivent sur le continent. Quand le Chinois de base qui habite à Beijing, par exemple, il va acheter à Hainan parce que Hainan, c'est de la détaxe. Il va pouvoir revendre et payer une partie de son voyage avec ce qu'il achètera en plus et qu'il revendra à ses copains quand il rentrera à Beijing. Donc tout ça fausse le marché. Parce que du coup, toutes ces montres qui sont revendues sur une espèce de marché gris à Beijing, eh ben, elles ne sont pas achetées dans les boutiques. Donc, il n'y a personne dans les boutiques. Et les marques ont investi mais des sommes hallucinantes pour ouvrir des boutiques partout. Et toutes ces boutiques sont en train maintenant de fermer parce qu'il n'y a plus personne dedans. Alors, je ne parle pas du désastre qu'est Hong Kong. Alors là, on doit être sur 80% de baisse. Hein, pourquoi? Alors que les loyers étaient monstrueux à Hong Kong. Donc tout le monde a ouvert plusieurs boutiques à Hong Kong. Moi, j'ai vu des malls commerciaux à Hong Kong, Ocean Pacific par exemple, où il y avait une boutique Rolex à chaque étage. Et maintenant, c'est fini, tout ça. Donc, globalement, le marché chinois se dégonfle. Le marché américain est en train de se dégonfler. Alors, un peu moins là où il y a des poches de fortune, comme par exemple la Californie, où il y a encore des clients riches, dans les Silicon Valley, dans les choses comme ça, mais partout ailleurs, aux États-Unis, l'économie américaine est vraiment en mauvais état. C'est une année électorale, donc tout le monde garde un peu son argent parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Donc ça ne va pas bien. On avait un excellent marché qui était la Russie. On l'a perdu. Qui a été fermé, oui. On avait un excellent marché qui était l'Europe. Là, c'est fini. L'Europe, la crise économique a laminé les classes moyennes. Donc on achète en Europe des montres à 1000, 1200, 1000, entre 2000 et 2000 francs. Ça marche bien. Il n'y a qu'un marché, et c'est comme ça depuis 30 ans, qui fonctionne régulièrement. C'est lequel? Proche-Orient. Oui. Proche-Orient, depuis 20 ans, c'est 10-12% des exportations, des ventes. Ça se porte bien. Que le prix du pétrole soit élevé ou pas élevé, peu importe. C'est là qu'on vend les montres les plus chères. C'est pas forcément des amateurs de montres, mais ce sont des gens qui achètent beaucoup. Voilà. Est-ce que selon toi, on est dans une bulle horlogère? On était. On était, et cette bulle est en train de se dégonfler, parce que c'était une bulle à la fois de croissance saine, et puis c'était une bulle aussi très spéculative. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de l'an 2000 à peu près?
Le bug informatique de l'an 2000. Et après le bug informatique de l'an 2000, mais qui n'a pas eu la moindre influence sur l'horlogerie. Parce qu'au contraire, il y a de l'argent qui a disparu, qui s'est évaporé. Bon, voilà. Mais l'horlogerie suisse, européenne, était sur un certain standing. On vendait régulièrement avec un peu de croissance, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2. Bon, c'était à peu près stable. Et à partir de l'an 2000, il y a eu une explosion des économies mondiales, avec des afflux d'argent considérables. Et en gros, le marché naturel de l'horlogerie suisse a été multiplié par 5. Tout d'un coup, il y a eu 5 fois plus de gens qui voulaient des montres suisses, notamment les Chinois. Pourquoi les Chinois? Parce que la montre, ça date du président Mao. Le président Mao avait dit qu'il faut que tous les Chinois aient un vélo, un transistor, une machine à coudre et une montre. Donc, les Chinois, après Mao, ont continué à acheter les montres. Et ils voulaient les montres de marque européenne, qui étaient celles qu'achetaient leurs ancêtres. Donc, ça a été le succès épatant de Vacheron Constantin, de marques comme ça, qui étaient connues avant, ou le succès d'Omega. Omega avait fait son entrée sur le marché chinois un peu avant tout le monde. Voilà. Donc, cette demande, le marché mondial croît, est multiplié par 5. Est-ce que l'horlogerie suisse a multiplié par 5 ses capacités de production? Non. Donc, on a augmenté un peu, mais on n'a pas augmenté dans ces conditions-là. Donc, tout d'un coup, les montres sont devenues plus difficiles à trouver. Donc, les horlogers suisses, ils ont fait ce que font tous les capitalistes. Ils ont multiplié leur prix. Ils augmentent leur prix pour sélectionner un peu plus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas une croissance, c'était une croissance économique saine, mais on n'a pas répondu vraiment à la demande. Et après, tout ça, il y a eu comme les montres étaient rares, il y a eu des spéculations inouïes. Quand on pouvait acheter des Daytona, Rolex par exemple, on achetait une Daytona à, je ne sais pas, 10 000, je parle d'il y a 20 ans, on l'achetait à 10 000, et on savait qu'elle en valait 12 ou 13 000. Mais quand la même Daytona qui était à 15 000, elle valait 50 000, là, ça change tout. Donc, le marché a été complètement pourri par les investisseurs, d'une part, et surtout par les spéculateurs. Toutes les sources d'argent qui n'existaient pas auparavant. Quand tout l'Occident se fournissait en Chine, la Chine était l'atelier du monde, et cet atelier du monde, ça dégageait des ressources considérables, parce qu'on a continué à pressurer les Chinois, à faire travailler les enfants et tout ça, mais on a fait des profits considérables chez les Chinois, et aussi en Europe, mais surtout chez les Chinois. Cet argent, il a bien fallu en faire quelque chose. Donc les Chinois, ils ont été convaincus parce que leur disaient les Suisses, nos montres sont des produits, des valeurs sûres, des produits intemporels, c'est pratiquement une monnaie d'échange, vous pouvez... la valeur va se conserver avec les années. C'était pas vrai, mais peu importe, ils l'ont cru. Donc tout ça fait qu'on a eu 5 fois plus d'acheteurs, alors qu'on n'avait pas 5 fois plus de montres à mettre sur le marché. Donc il y a eu des effets de spéculation qui ont pourri le marché. Cette bulle, puisque c'était ça l'objet de la discussion, cette bulle-là, qui a grossi en gros entre, on va dire 2005 et 2020, comme toutes les bulles, elle s'est réduite. Considérablement. Je ne sais pas si tu es fort en histoire de l'économie, mais il y a eu au XVIIe siècle, en Hollande, la bulle de la tulipe. La bulle de la tulipe, tu n'en as pas entendu parler? Si. Voilà. La bulle de la tulipe, un bulbe de tulipe, c'est-à-dire le pied de la tulipe. Et qui se revendait même plus cher. Ça se vendait le prix d'une maison. Ça se vendait le prix d'une maison. C'est absurde, mais toutes les bulles sont absurdes. Toutes les bulles sont absurdes. Il y a eu ça avec la monnaie que faisait l'eau. Le système de l'eau en France, c'est pareil. Du jour au lendemain, des gens ont fait des fortunes, et du jour au lendemain, des gens ont perdu des fortunes. Et régulièrement, il y a des bulles comme ça sur l'immobilier. Les Chinois, en ce moment, pourquoi ça irait bien à l'économie chinoise? Alors qu'ils ont investi comme des malades, des insensés, dans l'immobilier, et on s'aperçoit qu'il y a des villes entières qui sont vides. Qui sont vides, il n'y a pas d'appartement. Voilà. Et Evergrande est pratiquement en faillite. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça fait que le climat économique global n'est pas bon. Il y a des incertitudes, mais inouïes sur le dollar. Est-ce que le dollar sera encore là dans 5 ans? On ne sait pas. On voit les BRICS, les fameux pays, les BRICS, qui font de plus en plus d'échanges sans passer par le dollar. La guerre en Ukraine, la guerre en Israël, les menaces à Taïwan. Le climat géopolitique est mauvais, le climat économique est mauvais. Et je dirais que le climat sociétal est mauvais. Les jeunes Chinois et les jeunes Chinoises, qu'achètent-elles? Elles achètent
Avant, elles achetaient des montres. Ils achetaient des montres. Maintenant, ils achètent des soins. Ils achètent du spa. Ils achètent du bien-être. Les filles achètent des crèmes de beauté plutôt que les petites montres en or suisse qu'elles adoraient, que leur maman adorait il y a 15 ans. Donc tout est en train de se transformer. La bulle qu'on a connue, et qui était une bulle magnifique, je suis très content d'avoir vécu cette ambiance-là, et ben cette bulle est en train de se dégonfler. On est en train de revenir vers des taux de croissance de 2-3% par an. Et ben il va falloir gérer ça maintenant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vécu sur des illusions marketing fantastiques dont il va falloir se défaire. On travaille dans la communication, toi et moi. Oui. Et tout ça, il va falloir simplifier aussi. Il y a des sites qui sont en train de mourir. On pense à Hodinkee. Hodinkee, ça a été le grand truc de ces dernières années. Ça va exploser. Il y a des plateformes. Oui, mais Hodinkee, mais c'est fait racheter. Ils ne sont pas fait racheter, Hodinkee. T'es sûr? Ah non, ils ont fait des augmentations de capital, ils ont fait plonger ces crétins de chez LVMH qui se sont dit il faut y aller, il faut y aller. Ils vont perdre beaucoup d'argent, hein, mais peu importe. Ça, c'est un modèle fini. Le modèle basé sur la communication, la frime, le rêve, enfin, tout ce qu'on veut, ça c'est fini. Maintenant, on va parler de choses réelles. On aime les montres, on les aime pas. Et personnellement, je crois que cette bulle va se terminer par la revalorisation du marché européen. Depuis François Ier, 1515 Marignan pour situer pour les jeunes générations qui n'ont pas les dates en tête, mais depuis François Ier, c'est l'Europe qui détermine le luxe. C'est l'Europe qui fait l'image des produits et des marques. C'est comme ça. C'est peut-être injuste, peu importe. C'est comme ça. On l'a oublié parce que c'était les Chinois là, qui achetaient tout et qui donc influençaient les catalogues. Pourquoi les montres sont mises à devenir rouges tout d'un coup? Parce que les Chinois adorent le rouge. Voilà. L'influence des achats asiatiques sur les catalogues horlogers, c'est quelque chose de fantastique qui n'a jamais été étudié, mais qu'on peut franchement repérer. Tout ça est en train de se volatiliser et on va revenir probablement à la primauté donnée au marché classique et aux acheteurs traditionnels des montres suisses, c'est-à-dire nous, en Europe, en France, avec nos petits moyens économiques, parce qu'on n'est pas gâté par la crise, mais on aime toujours les montres. Et c'est ça qui est fantastique. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, les gens qui ont ton âge, ou ceux qui sont plus jeunes, ils aiment toujours les montres, mais plus au même prix, hein, et plus au prix démentiel que pratiquent les Suisses. D'où le succès de la nouvelle horlogerie française, qui sait faire des montres entre 1000 et 3000, des montres qui sont amusantes, attrayantes. Je pense à nos amis de Baltic, à nos amis de Marshall dans des genres très différents, à nos amis de Bristol encore moins chers. Et là, c'est là qu'est le marché aujourd'hui, et c'est ce que les marques suisses ont du mal à comprendre. Hein. Ouais, mais après, de ce que je vois, tu as ce type de marché, et tu as aussi les indépendants qui tirent quand même leur ficelle du jeu. Pour des quantités vraiment très réduites. Oui, mais en termes de volume financier, mais c'est quand même assez... Bien sûr. Mais le mot, moi je me méfie un peu du mot indépendant. Il y a des créateurs artisans, il y a des grandes marques. Voilà. Rolex, Omega. Patek. Moi je compare cette horlogerie, il y a 20 marques qui font 80% du chiffre d'affaires du marché. C'est à peu près ça. Oui. Voilà. Ces 20 marques, ces 20 buildings, ces 20 gratte-ciel qui montent très haut. Autour de ces 20 marques, il y a un bidonville. C'est le Brésil. Les buildings et le bidonville autour. Et dans ces favelas tout autour, c'est là que sont les petits créateurs. Alors certains sont installés dans de la brique, il y en a d'autres qui sont dans des cabanes en bois et d'autres dans des cabanes en carton. Mais peu importe. Et ces gens-là font... c'est là qu'est la créativité. La créativité, elle n'est plus dans les buildings. Et l'écosystème horloger fonctionne à peu près bien parce que la créativité du bidonville nourrit le commerce des grandes marques. Voilà. Mais le mot indépendant, ça ne veut rien dire parce qu'il y a quelqu'un que j'aime bien qui est Simon Brett. Simon Brett, il fait des montres à 50 000. Ouais. Petermann Beda, ils font des montres dans ces prix-là aussi. Mais il n'y en a que très peu. Mais il y en a très peu et ils ne font que quelques centaines de pièces pour quelques centaines d'amateurs. Voilà. Et c'est pour ça. Mais moi, je te parle de marques qui commencent... Comme Moser, par exemple. Comme Moser.
Oui, voilà. Alors, Moser, c'est le cas intermédiaire entre eux, ils sont plus dans le bidonville, ils sont pas encore dans le bidding, ils sont au pied du building. Voilà. Moser, c'est un peu la marque intermédiaire, mais Grobel forcé. Grobel, il a pris des parts quand même. Ah oui, mais ils restent tout petits. Ils font 200 montres, 250 montres par an. Alors, bien sûr, comme ils font 250 montres par an, mais qu'ils les font payer 250 000 euros, évidemment, on peut vivre comme ça. Mais ça reste pour une niche d'amateurs et une niche de consommateurs. Et cette niche-là, elle ne va pas s'arrêter. Il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des acheteurs de luxe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment sauver l'envie de porter des montres, et on ne les sauvera pas avec des Grobel forcés. Bien, ça, c'est sûr. J'adore Grobel forcé, c'est pas le problème, mais qui peut se payer aujourd'hui une Grobel forcée dans les nouvelles générations? Les très riches, pas toujours avec de l'argent bien acquis, mais peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aller dans le métro et voir que les gens continuent à porter les montres. Je suis effaré tous les étés quand je vais dans les plages, dans le sud-ouest ou dans le sud-est de la France, de voir que de moins en moins de gens portent des montres. Et l'objet, il est là. Comment rééquiper en montres tous ces poignets qui aujourd'hui sont passés à la smartwatch ou à rien du tout. Ouais, mais la smartwatch n'est pas compatible. Non, peut être compatible. On porte d'abord une smartwatch et ensuite, on va dire qu'on ouvre un peu plus. Ouais. Personnellement, j'ai aimé l'horlogerie via l'Apple Watch. Parce que c'est l'Apple Watch qui m'a mis une montre au poignet et me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je ne vais pas dire le contraire, là j'ai une montre connectée. Voilà, celle-là, elle n'est pas connectée, mais celle-là, elle est connectée. C'est juste pour compter les 10 000 pas que je vais faire dans la journée. Les pas, les kilomètres, etc. J'ai une vision un peu différente de la smartwatch en général. Je pense que c'est un grave danger, non pas à cause de la puissance d'Apple, par exemple, mais parce que ce sont des montres addictives. Quand on prend l'habitude de connaître toutes ces données de santé, toutes ces données cardiaques, et on ne peut plus s'en défaire. Et le coup de génie d'Apple, ça a été de se transformer en objet de santé. Et aujourd'hui, un médecin demande des données de santé qu'on peut avoir qu'en portant une smartwatch. Donc, et qui a besoin de données de santé? Les plus de 50 ans. Qui étaient les acheteurs traditionnels des montres suisses, des belles montres suisses? Les plus de 50 ans. Donc là, on s'est fait dépouiller et on n'a rien vu. Alors, moi, j'ai plutôt bonne conscience dans ce domaine-là parce que dès 2012, j'ai tiré la sonnette d'alarme tout. Pourquoi? Parce que j'ai dit, attention, on va se prendre dans la figure les montres connectées. On commençait à parler d'Apple un peu, mais Apple n'a été lancé qu'en 2015. Entre 2012 et 2015, l'horlogerie suisse avait largement le temps de réagir. Personne n'a voulu faire quoi que ce soit. Il n'y a que 2 groupes qui avaient un pouvoir d'entraînement. Swatch Group. Il ne faut pas oublier que Nick Hayek, le patron du Swatch Group, a mis à la porte les gens d'Apple qui venaient lui demander « On aimerait bien faire une montre avec Swatch, une montre qui soit un peu connectée. Foutez-moi le camp, connard d'Américain. » Bon, et bien là, on a perdu des parts de marché. Et il y a un deuxième groupe qui aurait pu faire quelque chose. Parce que non. Rolex. OK. En 1970, Rolex avait fait une montre à quartz avec le premier verre saphir, qui était le modèle 5100, je crois. Et Rolex avait cette capacité d'entraîner l'industrie. Et Rolex a prouvé, avec cette référence 5100, je crois, dont je te parle, c'est l'ancêtre de l'Oyster Quartz. Rolex a prouvé qu'ils étaient capables de sortir des canons de l'horlogerie traditionnelle. Ils ne l'ont pas fait, ils n'y ont pas cru pour pas mal de raisons, peu importe. Et l'horlogerie suisse a pris non seulement le mauvais train, mais elle a raté le bon train et elle a pris un virage absolument aberrant. Parce qu'aujourd'hui, on est désarmé. Aujourd'hui, personne n'y croyait à l'époque, mais aujourd'hui, Apple vend 2,5 fois plus de montres que toutes les marques suisses réunies. 2,5 fois. C'est énorme. C'est énorme. Et on ne peut plus rattraper à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, il s'agit d'organiser la résistance, non pas en attaquant frontalement Apple, mais en trouvant pour les nouvelles générations de bonnes raisons de porter des montres. Et il y a plein de petites marques qui aujourd'hui
réussissent à faire des... Alors, mais c'est des petites séries, c'est 1000 montres par-ci, 500 montres par-là, à des prix accessibles. Et c'est ça qui va, à mon avis, reconstituer un terreau favorable pour après lancer de nouvelles aventures. Moi, j'adore la marque de Béthune. Hein, c'est une des rares montres de haute horlogerie que j'ai. Et j'adore cette marque-là, mais on ne peut pas dire que de Béthune représente l'avenir de l'horlogerie. Ils sont trop chers, c'est vraiment de la niche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume pour monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Et là, je trouve que les marques françaises sont en train de prendre le pas sur les marques suisses. Et je trouve ça fantastique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques françaises qui se lancent déjà. Et puis même, on a vu plusieurs initiatives françaises. Il y a plein de bonnes marques françaises en ce moment. Pour réindustrialiser les mouvements en France. Oui, et voilà. puis même, bon, mais je pense que ces prochaines années, ça viendra. Maintenant, ou 5 offres de mouvements en France, si on veut. Oui. C'était 0 il y a 5 ans. Hein. Ouais. Et donc, c'est plutôt très bien. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais combien de marques se créent par an? En France ou Partout, worldwide. Oh, je pense que ça doit être énorme, mais surtout en ce moment. Je dirais plus de 1000, 1500. Ah, quand même pas. Quand même pas. Mais il se crée dans le monde, en ce moment, il se crée. Hein. Oui. Je ne dis pas que ça survit. Une nouvelle marque par jour. Ah, ça m'étonne pas. Voilà. Ça fait 300, 350, 400 par an. Alors là-dessus, il y en a 80% qui vont mourir, mais il y en a suffisamment qui vont résister. En gros, il y a 20 ans, 25 ans, on s'occupait de 200 marques. Maintenant, on doit en gérer 1000. Oui, et même, mais ça s'est vu lors à Beau Rivage et à Time to Watch, Oui. et même au salon Watches and Wonders, où on a vu de plus en plus de marques venir de ces salons, mais qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà. Oui. Mais même moi qui suis très au courant de ce qui se fait et tout ça, j'en découvre régulièrement. Et des bonnes ou des moins bonnes, hein, peu importe. Oui. Hier, il y en a une qui s'est lancée. D'accord. Ah oui, une française. Version, ça s'appelle. Sympa, non ? Version. Bah oui, on n'a pas entendu parler. Et c'est plutôt... le produit est très bien, il est bien dessiné, il est original. Pour une fois, c'est pas une imitation de Genta, bracelet intégré, enfin, et tout le cirque habituel. Non, c'est bien. On en découvre tous les jours. Et ça, c'est le cas français. Je t'en parle parce que j'ai reçu le dossier hier. Mais tu as dans tous les pays, il y a 20 ans, je dis 20 ans, hein, par rapport à l'an 2000, en l'an 2000, il y avait 15 à 20 nations horlogères, c'est-à-dire des pays où il y avait quelques marques. On est à pratiquement 100, aujourd'hui on est à 98 ou un truc comme ça, pays dans lesquels il y a des horlogers. Et là c'est pareil, j'en découvre tout le temps. Il y a des horlogers aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque dans tous les pays, les anciens pays de l'Est. Il y a des horlogers, mais qui sont pas des importateurs de marques suisses, des gens qui créent, qui fabriquent des montres Oui. au Kazakhstan, en Ouzbékistan, dans les pays comme ça. En Afrique, il y a aujourd'hui une bonne douzaine de marques purement africaines. Des gens qui créent sur place et qui vendent sur place. Ça n'existait pas il y a quelques années. Pas encore. Voilà. Et on imagine, d'ailleurs, je pense que l'Afrique, le jour où elle se réveillera, en matière horlogère, ça fera mal parce que c'est un continent énorme. C'est un continent, il y aura bientôt 1 ou 2 milliards d'habitants, je ne sais plus. Voilà. Ces gens-là, il leur faudra des montres. Alors, il ne leur faudra pas des Greubel forcés, ça c'est sûr, mais il leur faudra des montres. Et des montres sympas. Qui s'en occupe aujourd'hui? Personne. Oui, ça c'est vrai. Et même l'Inde. Enfin, les marques commencent à venir, mais on va dire que ce n'est pas leur priorité. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, Julie, ce n'est pas de réfléchir comment sauver les survivants de la bulle, c'est comment préparer les conditions d'une bulle encore plus grande, mais dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Et est-ce que tu penses que les cotes vont continuer à baisser? Parce que, on l'a vu lors de... Les cotes, c'est quoi? Les sur cotes le marché secondaire. Sur le marché secondaire. On l'a vu sur le marché primaire, beaucoup de marques, cette année, ont décidé de ne pas augmenter leur prix. Oui. Voilà. Est-ce que tu penses que les cotes vont continuer sur le marché secondaire, du coup, à baisser? Alors, sur le marché primaire, on n'a pas eu d'augmentation des prix comme d'habitude, c'est-à-dire systématique. Chaque année, voilà. J'observe quand même qu'on commence à faire des modèles plus simples à des prix moins chers.
on n'augmente pas les prix, mais on commence à préparer des produits un peu plus bas que les prix moyens habituels. Ça, c'est une chose. Mais c'est parfaitement logique, parce que le marché le marché s'est établi beaucoup plus bas. La demande exige aujourd'hui des montres à des prix, des montres plus simples à des prix inférieurs. D'où le succès des montres simples, 3 aiguilles, façon Genta. Il y en a partout maintenant. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, le marché secondaire. Les prix ont chuté de 50% à peu près en 18 mois. Est-ce que ça va continuer ? Oui et non, selon les modèles. Je pense que les icônes vont continuer à très bien se vendre, mais même les submarinaires qui étaient passées à 14 000 sur le marché gris, elles sont plus qu'à 11 000. Oui. C'est-à-dire avec un petit différentiel par rapport au prix boutique. Et encore, suivant de près certains sites et tout ça, je m'aperçois qu'on a maintenant quasiment des offres sur le marché gris au prix boutique. C'est toujours mieux parce qu'en boutique, on ne les trouve pas, les montres. On les a sur le marché gris. Je parle du neuf, boîte papier et tout ça. Maintenant, est-ce qu'on va descendre, ce qui était le cas autrefois? Autrefois, on trouvait sur le marché gris des montres un peu moins chères que le prix neuf, des montres neuves un peu moins chères que le prix neuf. On n'en est pas encore là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bulle énorme a généré des stocks tout aussi énormes. Le Swatch Group publie ces chiffres et on s'aperçoit que le stock de produits, ce qu'on appelle le stock du groupe, équivaut à 4 années de vente. C'est énorme. C'est colossal. Personne ne leur pose de questions, je ne comprends pas. N'importe quelle boîte automobile serait gérée comme ça. D'abord, elle aurait fait faillite et tout le monde se serait indigné. Là, on a 4 ans de produits finis de vente. C'est colossal. Bon, donc ces stocks. Quand le stock est haut et que la demande explose, bon, on se dit ça va se vendre. Mais là, quand le stock est haut et que la demande baisse, ben, au bout d'un moment, il faudra bien liquider ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On liquide, on ramène les produits en Suisse. Bah, les détaillants font énormément de rabais. Eh bien, on fait des rabais. Voilà. Si on va dans la boutique Breitling à Paris, on a du moins 20 assez facile. Oui. Les prix n'ont pas baissé, mais le prix réel de marché a baissé. On n'a pas encore eu de vraie liquidation de gros stocks sur le marché, mais on le voit venir. Il y a plein de montres. Moi, je suis un peu les offres. On reçoit des listes absolument étonnantes aujourd'hui, à des prix qui sont de plus en plus intéressants. Donc, officiellement, rien ne bouge. Tout est verrouillé. Les marques n'augmentent pas leurs prix, mettent en place des prix un peu inférieurs. Le prix des montres de collection et tout ça aux enchères est à la baisse, mais ça se maintient. Il n'y a pas d'effondrement du marché. Est-ce que cet effondrement peut avoir lieu? Oui. Est-ce qu'il va avoir lieu? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il peut avoir lieu? Oui, parce que les Chinois sont comme les Américains. Quand ça ne va pas, ils liquident. Il y a des stocks considérables en Chine et aux États-Unis. Est-ce que ces montres-là vont être liquidées ou est-ce que les marques vont sacrifier leur marge, leur profit pour racheter les stocks et essayer de pondérer l'effondrement du marché? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais il y a tellement de produits sur le marché qu'on pourrait aujourd'hui cesser toute production, on arrête de produire et on continuerait à vendre des montres. Ce qu'il faut surveiller, mais je vais dire pourquoi c'est pas facile, ce qu'il faut surveiller, ce sont les montres qui sont non pas exportées de la Suisse, mais qui sont réimportées en Suisse. Montres neuves, les stocks. C'était une statistique dont on pouvait disposer jusqu'à il y a 2 ans. Aujourd'hui, impossible. Chiffres non communiqués. C'est des données publiques, c'est les douanes. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous devez communiquer. Ah oui, mais c'est la Fédération horlogère suisse qui nous a demandé de ne pas les communiquer. Ah ouais? C'est des données publiques. Donc moi, j'ai posé la question à des parlementaires suisses en disant, est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas leur sujet prioritaire. Mais enfin, qu'est-ce qui fait que ces chiffres sont gênants aujourd'hui? Mais parce qu'on nous dit... La croissance horlogère repose sur... on exporte en gros 20 milliards de francs suisses de montres. OK. Mais si on en réimporte pour 2 milliards, ça veut dire qu'on n'a exporté que 18 milliards. Oui. Et ça veut dire qu'on n'est pas en croissance. Ça veut dire qu'on envoie un signal négatif. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que ces chiffres, à la demande de la Fédération horlogère suisse, ne sont plus communicables. On cherche à créer des cloisonnements de données pour
éviter toute transparence. Là, ça commence à me gêner parce que je sais que quand tu rachètes un stock de montres en Chine, tu le ramènes en Suisse pour garder les mouvements, tu démontes les boîtiers en or et tu les fais refondre. Tu n'as pas perdu trop d'argent, tu en tires un peu de profit. Mais il faut pas nous faire croire que ces montres qui ont été exportées, elles ont été vendues. Or, c'est ce que tout le monde a l'air de vouloir nous faire croire en ce moment. Les gens confondent les exportations suisses et les ventes suisses. Les exportations suisses, c'est juste une montre qui quitte une usine pour aller dans une filiale et pour aller chez un détaillant. Il y a des stocks intermédiaires partout. Et c'est ça qu'on va se prendre dans la figure un jour ou l'autre. D'ici ces prochaines années ou si ça se trouve d'ici quelques mois. Eh bien, si la bulle continue à se dégonfler, ça va être grave. Est-ce qu'il y a des raisons pour que la bulle se regonfle? Moi, j'en vois pas. La situation économique, la situation géopolitique font que je ne vois pas de facteur de relance. On a un exemple précédent. En 2008, crise financière, crise boursière, crise bancaire, crise monétaire en Occident. Le business horloger, alors ça chute très vite. Je me souviens, c'était au mois de septembre 2008, j'ai publié un article en disant « Arrêtons de nous raconter des cracks, des bêtises, parce que ça ne va pas bien du tout. » « Oh, c'est pas vrai. Ok. Article qui m'a coûté ma place. J'étais à l'époque responsable de War Tempus. Donc, les marques ont fait pression pour que je sois viré parce que je disais des choses désagréables. Très bien. Quelques semaines après, fin novembre, début janvier 2008-2009, Nick Hayek, il n'y a pas de crise horlogère. Moyennant quoi, l'activité de son groupe allait chuter de 25% dans l'année considérée. Mais bon, c'est un enfumeur, il a toujours menti, il continue à mentir. Donc, cette crise était réelle, elle était forte, elle a été brutale. En 2 mois, tout s'est effondré, mais les affaires ont repris très vite parce que l'économie chinoise était déconnectée à l'époque du système bancaire et monétaire occidental. C'était un système à part. Depuis, donc il y avait énormément de cash, énormément de disponibilité en Chine. Ces disponibilités ont permis de relancer les économies occidentales, et on a réagrafé le système bancaire chinois au système occidental. Et ça nous a donné 10-15 ans de prospérité. Mais aujourd'hui, ce moteur chinois qui nous avait sauvés en 2008-2009, et qui avait permis une reprise très rapide, dès la fin 2009, c'était reparti, avec une vraie bulle chinoise pour le coup, ce moteur-là, il n'existe plus. La Chine aujourd'hui est connectée et toute crise en Occident devient une crise en Chine. Et toute crise en Chine devient une crise en Occident. Donc la planète s'est unifiée pour le meilleur et là, pour le coup, pour le pire. Donc où est aujourd'hui le moteur de rechange? Alors tout le monde dit « Ah, c'est l'Inde, c'est la nouvelle Chine ». Attendez les gars, on n'y est pas encore. Ça fait 20 ans que l'Inde rame pour arriver au niveau chinois. On en est encore loin. Et les Indiens n'ont pas le même goût que les Chinois pour les montres occidentales. C'est ça. C'est pas parce que l'économie indienne va monter que les ventes horlogères vont monter. Bien sûr, elles monteront, parce que toutes les bourgeoisies, dans tous les pays du monde, à toutes les époques, ont toujours aimé ce genre d'objets que sont les montres. Mais ça ne sera pas pareil. L'Inde n'est pas un moteur de change. Donc je cherche les moteurs de change, je n'en vois pas. Donc tu nous as beaucoup parlé du marché primaire. Qu'est-ce que tu as remarqué du marché du vintage? Parce qu'on sait qu'il a baissé, certes, mais personnellement, j'ai trouvé moins que le marché primaire. Alors, les prix ont baissé sur le marché vintage. Avec là, c'est pareil, il faut voir selon les marques, selon les modèles, selon les pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique du marché vintage, même si elle est légèrement décroissante, est supérieure à la dynamique du marché primaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il se vendra plus de montres d'occasion que de montres neuves. Le marché secondaire, les montres de collection, les montres d'occasion montent comme ça, alors que le marché primaire, les montres neuves, descend comme ça. Le tout est de savoir à quel moment les courbes vont se croiser. Mes copains me disent 2030. Je crois que ça se fera avant. Parce que la dynamique du marché vintage est telle que
ça va s'accélérer. Plus on vendra de montres sur le marché secondaire, moins on achètera de montres sur le marché primaire. Alors, c'est là que moi, j'ai émis un théorème qui ne regarde que moi, enfin, qui n'engage que moi, mais je constate qu'il se vérifie dans les faits. Les nouvelles générations d'amateurs, de consommateurs et de collectionneurs de montres ne veulent pas des montres neuves que font les marques anciennes. J'entends par là, marques anciennes, c'est les marques qui n'ont pas compris dans quel monde elles vivaient. C'est les marques d'hier, eh ben, on ne veut pas de leurs montres d'aujourd'hui. Je donne un exemple entre mille. IWC. IWC est une marque vieillotte dont personne ne veut plus acheter les produits neufs. En revanche, le vintage est différent. Le vintage est différent. En revanche, si on ne veut pas des montres neuves des vieilles marques, on veut bien les vieilles montres des nouvelles marques. Il y a un échange qui se fait. On veut plus de vieilles Rolex que de nouvelles Rolex. On veut plus de vieilles Patek. On demande, on aime, on apprécie plus les vieilles montres Omega, la cote des Speedmaster, c'est quand même étonnant, que les Speedmaster modernes. Il y a cette espèce d'inversion entre le passé et le présent qui caractérise le marché secondaire et qui fait que le marché secondaire fonctionnera, à mon avis, de mieux en mieux, pas forcément avec des prix toujours élevés, mais en quantité. Les jeunes générations aujourd'hui préfèrent s'acheter une montre vintage plutôt qu'une montre neuve. C'est comme ça. Autrefois, pour un mariage, on allait s'acheter une Baume et Mercier ou une Tag Heuer. Maintenant, on va plutôt s'acheter une Baume et Mercier peut-être, mais vintage ou une Tag Heuer peut-être, mais vintage. De plus en plus. Voilà. Et ça, c'est nouveau comme comportement. Ça n'a pratiquement pas été étudié par les sociologues, mais enfin par les sociologues de la montre, hein, j'entends par là, mais ça me paraît être un phénomène très fort. Et c'est pour ça que je crois que la courbe entre marché primaire descendant et marché secondaire ascendant va se croiser bien avant 2030. À mon avis, c'est 2025-26. Ben, je pense aussi parce que même je reçois de plus en plus de demandes sur des montres vintage. Ouais. Mais c'est pas pour ça que les marchands de montres vintage vont mieux se porter. Oui. Parce qu'il y a un énorme problème sur les plateformes vintage. Oui. Avec des montres touchées, bidouillées. Il y a des problèmes de confiance. Voilà. Et puis, il y a un problème. Papier, tout ça. Les plateformes, je pense à Watchbox, par exemple, ou à Chronext, qui est pratiquement en train de mourir. Chronext, c'est mort, un peu. Ouais, c'est pas mieux. Ouais. Voilà. Mais même Watchbox. Watchbox est en train d'abandonner l'Europe pour se replier sur les États-Unis. Parce que le rêve de la plateforme qui allait recouvrir le monde et fournir le monde en montres vintage est en train de mourir. Pourquoi ? Parce que toutes ces boîtes se sont montées, non pas, allez, je vais être gentil, non pas sur la passion, elles se sont montées sur le pognon. C'est un peu différent. Monter sur la passion, on crée un petit business et puis on essaye de l'augmenter. Watchbox, ça s'est monté sur le pognon. On investit, on fait du stock, on devient les maîtres du marché et après, on fera régner la loi et l'ordre. Sauf que quand on achète trop de montres trop chères et que les prix chutent, au bout d'un moment, le stock de montres achetées trop chères, on ne peut plus le revendre sans perdre de l'argent. Voilà. Si on a... Alors, Watchbox suisse, je les connais bien. Je vais les voir de temps en temps. Tiens, qu'est-ce que vous avez en ce moment en Royal Oak? Alors, tout le monde voulait des Royal Oak. Ah, tu veux des Royal Oak? Allez, un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs. Et à chaque fois, il y a 50, 100, 150, 200 Royal Oak. Super. Si ces montres ont été achetées trop chères, aujourd'hui, les Royal Oak ont perdu 50% de leur valeur. Ouais. Donc, tu as un stock considérable. Plus tu vas vendre ton stock et plus tu vas perdre d'argent. En termes capitalistes, ça se termine toujours mal. Quand tu es Watchbox, tu achètes toutes les jaune qui traînent sur le marché. Alors les premières, tu les achètes pas cher parce que ça vaut rien, 20 000, 30 000, et puis après, tu les achètes à 100 000. Mais aujourd'hui, la même que tu as acheté 100 000, elle vaut plus que 70 000. Donc c'est pareil, si tu la vends, tu perds. Donc là, toutes ces plateformes doivent complètement revoir leur modèle économique. Et ça, c'est pas gagné parce qu'il y a énormément d'investissements capitalistes. Et c'est un peu le cas de Dinky aussi, qui a dépensé énormément d'argent pour finalement pas faire de profit. Et puis, il y a un modèle simple qui lui marche bien, c'est Chrono 24. Eux, ils font rien. Ils mettent en place l'architecture. N'importe qui y va, vend
n'importe quoi, à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition, et ça marche bien. Mais il n'y a pas d'investissement. Ils ont pas une démarche capitaliste. Voilà. Ils ont une démarche de petits commerçants. Ben, ça marche bien. Merci Grégory pour toutes ces précisions. Et pour ceux qui veulent en découvrir davantage et lire les articles de Business Monde, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Merci encore et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci Clément, et à une prochaine fois. Salut!